je vais accueillir sans plus tarder, puisque nous sommes très heureux et surtout, très 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 fiers d'accueillir Jean-Michel Frixon et Jean-Christophe Guérin, parce que vous allez découvrir entre Jean-Michel et Jean-Christophe, ils ont un binôme de choc, et on va remercier Charles-Henri Bessières-Deshorts, que vous connaissez tous, et avec lui, grâce à lui, Charles-Henri, eh bien j'espère que Jean-Michel et puis Jean-Christophe vont nous livrer des secrets, les secrets d'une histoire commune et très singulière. Et je vous remercie vraiment tous les deux de nous avoir accordé pour Esprit de Service France votre temps. Même si vous, parce que vous êtes très pris, vous êtes déjà à la retraite, mais vous êtes très pris finalement. Hein. En tout cas, c'est ce que nous allons découvrir. Et je leur laisse la parole. Je remercie encore Charles-Henri, parce que grâce à lui, on découvre toujours des personnalités, des personnages, des stars. En tout cas, merci à tous. Et je vous laisse Jean-Michel et Jean-Christophe entre les mains de notre Charles-Henri. Merci. Merci. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est à l'heure. Ça, c'est la première. Ça, il faut applaudir. C'est très, très rare. C'est du délai, ça. Voilà, et très, très rare dans une culture latine. Alors, ce que n'a pas dit Aline tout à l'heure, c'est que j'ai succédé à Aline à la présidence d'une association que nous avions créée en 89. Elle était trop jeune, donc elle n'a pas pu la créer. On a créé une association de profs qui s'appelle l'Association francophone de gestion des ressources humaines, avec une vingtaine de pays représentés francophones. Nous avions notre congrès il y a 15 jours à Barcelone, et pas la semaine dernière. C'était il y a 15 jours. Et on a eu effectivement le plaisir d'avoir Muriel Pénicaud, qui nous a consacré quasiment toute une journée en plus. Elle a dîné 2 fois avec nous, etc. Quand même, il faut le dire. Hein, une ancienne... Bon, toujours est-il que Aline et moi, on est complices depuis tant d'années. Et puis surtout Marie, ça fait quand même une dizaine d'années qu'elle me demande d'animer régulièrement des tables rondes. Alors, pourquoi non, vous pouvez vous asseoir, hein, je vous en prie. Pourquoi Jean-Michel et Jean-Christophe? Eh bien, là, il y a vraiment le thème de l'émotion, là, qui est le thème de ce matin. C'est vraiment ce qui les caractérise. Ça m'a personnellement touché. Et tu te souviens, tu étais là, dans un événement qui a lieu, qui va avoir lieu la semaine prochaine, qui s'appelle le Congrès HR. C'était les 2 témoins du Congrès il y a 1 an. Et rappelez-vous un peu cette expérience que vous avez eue devant 300 à peu près managers. Il n'y avait pas une mouche qui volait, hein. Parce que vous allez entendre en fait une expérience ouvrière qui est absolument incroyable, qui a été racontée dans ce livre que tu avais publié en 2021. Hein, et ce livre a été découvert, a été lu par Jean-Christophe, et qui en a pris, je crois, plein dans la patate. Je ne sais pas comment tu te... Voilà. Et donc, suite à la lecture de ce livre, eh bien, les deux ont constitué une paire absolument incroyable, improbable, hein, puisque... et en fait, vous portez la bonne parole et vous n'arrêtez pas de faire aujourd'hui des conférences partout, des écoles d'ingénieurs, des grandes entreprises, etc. Et il y a 1 mois, vous êtes intervenus dans une école de gestion, une petite école de gestion, et puis après, voilà, c'était notre dernière expérience ensemble, ça doit être à peu près la 4e ou 5e expérience. Voilà, parce que quand on voit ce tel couple, ça, il faut absolument les faire témoigner partout. Et en lien avec le projet de l'association depuis une dizaine d'années, quand on a parlé de l'intelligence émotionnelle, c'est ce que j'ai bu du petit lait quand je vous ai entendu tout à l'heure. Eh bien, là, on est vraiment au cœur de l'intelligence émotionnelle. Alors, on va vous laisser un mot sur vous, puisque vous êtes les meilleurs. Et puis après, on va te laisser, Jean-Michel, parler un peu de cette expérience pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, j'aurai un petit dialogue avec eux. Et évidemment, c'est vous qui allez dialoguer. On se donne vraiment le timing, c'est 12h30. Hein, oui, 12h30. Il y a juste que... Est-ce que vos micros marchent? J'ai l'impression qu'ils ne marchent pas, non? Ça marche. Bon, Jean-Michel, tu veux commencer? Te présenter? Oui, je vais me mettre debout. D'abord, je voudrais vous remercier pour de nous recevoir. Je suis très touché.
que vous ayez pris du temps pour venir nous rencontrer, parce que ça me fait énormément plaisir. Et puis quand vous allez connaître mon histoire, vous comprendrez pourquoi mon émotion. Donc je vous dis un grand, grand merci. Merci de m'écrire une page de ma vie. Donc je m'appelle Jean-Michel Frixon, j'ai 65 ans et j'ai travaillé 43 ans chez Michelin en tant qu'ouvrier. Donc à la production et en 3-8. Et puis quand je suis rentré à l'âge de 17 ans, j'ai fait donc 43 années. Et quand je suis parti à la retraite, j'ai décidé d'écrire à mes enfants, mais la suite, je vais vous la raconter tout à l'heure. Voilà, moi c'est Jean-Christophe Guérin, 38 ans dans le groupe Michelin. Je suis parti en très grande vacances il y a à peu près 9 mois. J'étais 16 ans au comité exécutif du groupe. J'étais particulièrement en charge de l'industrie du groupe. C'est 70 usines, 70 000 personnes dans le monde entier. Et je suis passionné d'excellence opérationnelle. J'ai beaucoup travaillé tous ces sujets-là dans le groupe Michelin. J'ai fait énormément de benchmark externes. Donc tous ces thèmes que vous avez abordés ce matin me touchent beaucoup. C'est vraiment des sujets que j'ai travaillé, et en particulier la gestion des émotions, le rôle du manager et le rôle de coach du manager, etc. On a énormément travaillé ça, je vous en dirai quelques mots. Et maintenant, on est conférencier avec Jean-Michel, on nous surnomme le duo improbable. Parce qu'en fait, on va vous raconter ce qui nous est arrivé. On n'avait jamais planifié ça tous les deux. Mais c'est une histoire qui nous dépasse. Voilà. Jean-Michel. Moi, ça m'arrange. Ouais. Non, si, bosse un peu, parce qu'il faut qu'il bosse quand même. En fait, tout démarre sur, effectivement, Jean-Michel a écrit un livre. Oui. Et en préambule, alors vous verrez, je ferai beaucoup d'erreurs. Je ne suis pas un pro de la communication. Ce que je voulais vous dire déjà, c'est que je ne viens pas vous donner une leçon de management. Surtout pas, parce que ça ne m'appartient pas, je n'ai pas le niveau, mais c'est juste pour parler et rebondir sur ce qui a été dit avant, sur l'importance du management dans toutes les entreprises. Ce n'est pas une question de taille, c'est qu'elle soit petite, moyenne ou très grande. Il y a un point commun, c'est le respect de l'être des personnes. En fait, alors, la genèse de mon histoire, quand donc, comme je vous l'ai dit, je suis parti à la retraite en 2019, au bout de 43 années de vie ouvrière. J'ai voulu écrire à mes enfants et jamais parce que je vais me débarrasser d'un... Vous voyez, je vous avais dit que je ferais des flashbacks en avant, en arrière, ça commence. Je vais me débarrasser d'une croix parce que tout ce que je vais vous dire est authentique et puis surtout, je veux être transparent, comme je l'ai fait partout où on a été invité. J'ai souffert d'une chose, c'est que... Ben voilà, ça y est... Je voulais pas, j'ai répété toute cette nuit, j'ai dit il faut pas craquer, ben voilà. C'est que je n'ai aucun diplôme. Ça, c'est une croix que j'ai portée toute ma vie, ou presque. J'aime bien dire presque, parce que le regard des gens, et surtout, je dois le dire, d'une mère qui était très, très dure à ce niveau-là, c'est quelque chose que vous cachez toute votre vie, par le regard aussi souvent de gens qui soi-disant sont au-dessus de vous, mais que hiérarchiquement, j'aime bien la nuance, et qui par le jeu du regard ou de certaines réflexions vous font comprendre que vous êtes qu'un ouvrier. Je vous assure que ce n'est pas un cliché, puisque je l'ai vécu, moi et mes collègues, surtout à l'époque où je suis rentré en 1977. Alors ceci dit, quand je suis parti, eh bien quand j'ai été confronté à un moment donné du très dur chez Michelin, là je vais ouvrir la parenthèse et je la refermerai très vite, j'ai été confronté au licenciement. En 1993, j'étais sur la liste, rattrapé in extremis par une personne du service du personnel qui m'a rattrapé à H-3 heures du licenciement. Mais pour vous dire le licenciement, et je finirai là-dessus, parce que voilà, quand moi j'ai été, il y avait 185 personnes à licencier en 1993, uniquement dans le service administratif, et moi j'étais au courrier. Et j'avais 17 ans d'usine et on se raccroche à tout ce qu'on peut. Moi, je me suis rattrapé aux valeurs qui étaient peut-être venues de mes parents et à celles que je croyais, c'est-à-dire toujours être bien là, présent au boulot, etc. Jamais fait grève, j'ai rien du tout contre les grévistes, contre les syndicats, bien, parce qu'il en faut, c'est utile. Et enfin, toutes ces valeurs, toujours bien fait son boulot, et puis voilà, quoi, on se rattrape. Et puis quand mon tour vient, quand je suis au service du courrier, personne n'est touché. Vous me direz 185 personnes, c'est pas beaucoup, mais c'est énorme. Et puis je dois vous le dire, puisque je vous ai dit
que j'étais transparent, on savait ni le jour ni l'heure. Et c'était une personne passée, c'est à toi, etc. On passait devant le N+2. Aucune personne au service du courrier est touchée. Et moi, donc, je me dis, c'est bon signe, et c'est mon tour. Et l'assistante de direction du N+2 qu'on connaît, puisque j'étais au courrier, ça ne se voit pas toujours sur moi, mais j'ai beaucoup d'humour, et cette personne avait beaucoup d'humour, me dit, bonjour Monsieur Frixon, et elle me dit, en baissant la tête, bon courage Monsieur Frixon, Monsieur Bernard vous attend. Et là, j'ai compris. Là, déjà, et donc, je me présente devant mon chef, mon N+2. Petit détail qui ne m'invite pas à m'asseoir. Et des secondes qui paraissent des minutes. Et au bout d'un moment, il relève la tête et il me dit, vous savez que je suis votre N+2, donc moi, je ne réponds pas. Et vous savez qu'en parallèle du service du courrier, je suis responsable du service du nettoyage. Et je m'aperçois que vous êtes le seul à ne pas avoir le moindre diplôme. Là, je sais que la sentence est faite, je ne réponds pas, et c'est là qu'il me dit, est-ce que vous pensez que la maison Michelin a besoin d'une telle personne que vous? Est-ce que vous pensez que moi, en tant que hiérarchique, j'ai besoin d'une telle personne que vous? Pour moi, vous êtes, et au nom, alors là il parle au nom de l'entreprise, pour moi et au nom de l'entreprise, vous êtes un inutile, et ce mot que je n'oublierai jamais, qui ne passera jamais, et il me traite de parasite dans l'entreprise, et il me dit, vous êtes à partir de cette minute licencié, au revoir Monsieur Frixon. Voilà, je ferme la parenthèse, et j'ai été pour donc sauvé à H- 2 heures de la fin de la semaine par le responsable du personnel qui, lui, m'invite à m'asseoir. Vous voyez, les petits détails font les différences. Et il me dit, écoutez, j'ai vu votre N+2, je ne suis pas d'accord avec vous, j'ai votre dossier. Je ne suis pas d'accord, oui, je ne suis pas d'accord avec lui. Non, mais il me sert à ça, quand je fais des erreurs. Autrement, il ne me sert à rien du tout. Et il me dit, écoutez, moi, je vous assure, je suis défait, je suis anéanti. Je pleure, je ne sais plus qui je suis finalement. Je suis dans le schéma, je dis, mais qui va me prendre, je n'ai pas de spécialité. Et il me dit, écoutez, je vous donne une chance, c'est tout de suite. C'est chargé, je ne sais pas trop en quoi ça consiste, charger, décharger des camions entre 8 à la production, est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, mes enfants étaient tout petits, ma femme était chez Michelin, elle n'était pas encore passée, donc je prends. Voilà la parenthèse. Et le truc de cette histoire, c'est que moi, je me suis renfermé sur moi-même parce que toutes mes valeurs avaient explosé. Toutes mes références, dire après tout, dans une entreprise, on n'est plus ni plus ni moins qu'un matricule, d'où le titre du premier livre. Et donc, quand votre mal-être, quand vous êtes mal au travail, vous l'emmenez très souvent chez vous. Et moi, j'ai fait souffrir inconsciemment ma femme et mes enfants, d'où l'idée de, quand je suis parti à la retraite, d'écrire à mes enfants, mais sous forme de transmission. Je n'ai jamais eu la prétention d'écrire un livre pour, non pas me faire pardonner pour les erreurs que j'ai commises envers eux, mais pour leur expliquer tout mon parcours professionnel chez Michelin. Et j'ai écrit, et ce mot qui a une importance considérable pour moi, c'est le mot transmission. J'ai tout fait pour bien l'écrire. Et Merci beaucoup. Et ma femme m'a aidé à corriger les fautes, enfin tout ce qui va bien avec. Et à un moment donné, je vais aller plus loin après, j'ai appelé mon frère qui est à Strasbourg et je lui ai dit, voilà, je lui explique ce que je vous explique. Dis-moi si c'est bien, c'est pour Guillaume et Elodie, je lui envoie 3 chapitres au hasard et il me dit, écoute Jean-Michel, il faut que ça sorte du cadre familial, parce que c'est très bien, et il me dit, tente une maison d'édition. Et là, je me rappelle, je lui ai dit, écoute Bernard, si c'est une plaisanterie, c'est pas drôle, ça me fait pas rire. Et il me dit, si, je t'assure. Et bon an, mal an, à la fin, quand tout est fini, après tout, sur Internet, je n'y connais rien. Je fais recherche maison d'édition Rhône-Alpes-Auvergne. J'en prends 9, pourquoi je n'ai pas été jusqu'à 10, je n'en sais rien. Et 6 maisons d'édition voulaient le premier livre, et c'est à partir de là que c'est une histoire magique qui m'attendait. Et je voudrais vous dire ici que pour moi, à mon sens, que être manager est peut-être un métier des plus difficiles qui soit dans une entreprise. Pourquoi ?
Parce que vous pouvez avoir 10, 20, 30 personnes, vous aurez autant de caractères différents. Et ce ne sont pas aux managers de s'adapter au caractère du manager, mais bien au manager de s'adapter aux différents caractères des managers, entre autres. Et ce n'est pas une mince mission. Et je voudrais dire que les managers sont formés dans toutes les entreprises et bien formés, quelle que soit la taille, mais il faut quand même ne pas oublier qu'une fois que la formation est faite, c'est le manager qui est lui seul en première ligne. Et ce n'est pas toujours simple, et surtout dans un monde en atelier où c'est quand même rude, mais c'est sincère. Mais des fois, les formes n'y sont pas. Pour vous dire, moi, quand je suis rentré en 1977, et ça, c'est pas un cliché, on nous demandait de laisser notre cerveau là où on déposait nos effets personnels, c'est-à-dire dans le vestiaire. Le chef était le suprême sachant, nous, on était là pour travailler, point barre. C'est pas un cliché. Hein. Donc, aucune initiative et quoi que ce soit. Dans les années 2000, et heureusement, le métier de manager a évolué. Et pour faire très court, il s'est vu investir des missions supplémentaires. Son métier a évolué, donc, comme je vous l'ai dit, et il s'est vu chez Michelin confier le tableau du MQP. C'est un grand tableau qui était disposé dans tous les ateliers de chaque service, qui s'appelait le MQP, c'est le management au quotidien de la performance. En fait, là, on commençait enfin à savoir ce qui se passait chez le voisin, chez le collègue, etc., les soucis qui se concentraient de production, etc., puisque moi, j'étais dans un univers de production. Cependant, un secteur pourtant essentiel est trop souvent négligé, à mon sens, ou galvaudé lors de la formation de manager. Le secteur auquel je fais allusion est celui de l'être humain. Alors je me permets, en toute modestie, de dire « Ne croyez jamais que votre valeur humaine est indexée à un diplôme, à une fonction ou à un statut. Le diplôme ne délivre pas le passeport du bon manager. Appliquer une politique humaine n'est pas un aveu de faiblesse en soi, encore moins une lacune, mais bien au contraire une force et une qualité. Si le manager veut obtenir la confiance et l'adhésion des équipiers, il lui faut impérativement écouter, considérer et respecter les personnes qu'il dirige ou dirigera. Je dis bien dirige ou dirigera et non pas commander. Il en va de même pour les N+2 et au-dessus. N'oubliez jamais que l'exemple vient toujours par le haut. Appliquer un management, alors c'est toujours que moi, hein. C'est pour ça que je vous dis, je ne vous donne pas une leçon de management, hein. C'est juste mon sentiment. Appliquer un management autoritaire ou vertical engendre avec le temps un profond mal-être au travail, conduisant inéluctablement... Ah, je l'ai un peu croche-crogné celui-là. Hein. Non, mais il faut que je le vire ce mot, parce qu'à chaque fois, je l'accroche tout le temps. Inévitablement. Inévitablement, oui, ça ira beaucoup mieux. Il faut que je le raye. Au désengagement progressif, à la démobilisation et au final à l'absentéisme répété. Dans ce cas de figure, j'en suis intimement convaincu, il n'y a aucun vainqueur. Et le premier perdant sera le service et forcément l'entreprise. Mais attention, le respect doit être mutuel. Si un manager manque de respect, il doit faire son boulot. Ou s'il n'est pas respecté. Hein. Ouais. S'il n'est pas respecté, il doit faire son boulot vis-à-vis de la personne qui lui manque de respect, mais il envoie un double message et il envoie aussi un message double aux équipiers. Croyez-moi, dans un atelier, quelle que soit sa taille, ça va très vite. Un manager doit aussi se doit de connaître chaque poste de ses équipiers. Alors pas dans l'intégralité, mais au moins savoir qui fait quoi. Ça peut vous paraître stupide, mais pourtant c'est du bon sens. Parce que il doit prendre le temps de connaître ce que fait la personne avec ses responsabilités. Et puis autre chose qui me tient à cœur, c'est que cette personne-là, non seulement le manager doit faire connaître le poste de chaque personne, donc passer du temps avec la personne, mais aussi de connaître qui est la personne en dehors du monde professionnel. Et ça, c'est très important. Parce que je vais vous dire... C'est un point clé du management, parce que vous êtes dans le management. Cherchez à savoir qui est qui. Et des fois, vous serez surpris ou surprise. Intéressez-vous à leur dire dans ta vie privée, sans rentrer trop dans les détails, un exemple que je donne partout, qu'est-ce que tu as comme passion? Normalement, on a tous une passion, qu'elle soit sportive, littéraire ou
que vous vouliez ou non. La personne va vous le dire. Et vous, je vous invite, au manager, je passe partout ce message, faites de même. Dites, en tant que manager, eh bien, je dis n'importe quoi, moi, j'aime la montagne. Et là, qu'est-ce que vous faites? Comme je dis, quand vous faites ça, d'abord, vous rentrez dans le respect et la considération des gens. Vous vous ouvrez. Vous devenez des... C'est triste à dire, mais c'est des humains qui se rencontrent et non plus un hiérarchique par rapport à un subordonné. Et quand le lundi, puisque c'est le jour de reprise, après le week-end, prenez le temps, 2-3 minutes par personne, le nombre de vos équipiers, de parler. Alors, tu as fait une compète, tac, qu'est-ce qui se passe? Il y a une connexion qui se passe. Et là, vous êtes dans le respect. Je vous promets que vous avez, quand vous faites ça, vous avez déjà fait 60% du boulot de manager. Le manager doit aussi être bienveillant et exigeant. En aucun cas, un manager doit devenir un copain. C'est pour ça que là, le manager marche sur un fil ténu. J'ai trop vu, par mon expérience, un collègue qui était très fort, qui commençait à mettre la main sur l'épaule du manager, et là, le manager est prisonnier. Le manager est prisonnier. Et toujours pareil, les collègues le voient. Le manager doit savoir appliquer aussi une règle essentielle, à mon sens, c'est l'équité. Et là, je vais me la péter devant vous, je vais sortir toute ma culture. Il y a Victor Hugo qui a dit « La première égalité, c'est l'équité ». Savoir reconnaître le travail bien réalisé, le dire, le compliment stimule l'engagement, ça coûte aucun euro. Récompenser les valeurs sûres que sont le présentéisme, le professionnalisme, la polyvalence, au détriment de ceux qui ne le sont pas. Je peux vous promettre par expérience forte de 43 années les dégâts que ça fait quand l'équité n'est pas respectée. Je vais vous donner, pour conclure cette première partie, 2 exemples de la puissance de manager en cas de manager toxique et bienveillant. Et là, c'est mon histoire. Il me restait 6-7 ans à faire. Alors vous me direz, 6-7 ans, c'est pas long. Mais enfin, quand vous souffrez, c'est très très long. Et j'avais un manager toxique qui avait un profond mépris pour les ouvriers, envers les ouvriers. Un ego comme j'ai rarement rencontré. Lui, c'était sa politique, c'est moi le chef. Toi, tu es l'ouvrier, tu exécutes ce que je te dis. Ce n'est pas un cliché. Hein. On n'est plus en 1800. Hein. Moi, je vous parle dans les années 2000. Hein. Donc là, on situe l'action 2012-2013. Et ce chef-là ne pouvait pas me voir parce que je lui tenais tête, mais sans être jamais agressif, sans être grossier, parce que ce n'est pas ma culture, ce n'est pas ma personne. Mais quand je n'étais pas d'accord avec lui, parce que pour moi, un ouvrier ou une ouvrière, et je déteste ce qualificatif, est un être pensant. Donc, et là, je vais dire, pour une fois, être prétentieux, il ne pouvait pas me prendre à défaut pour le boulot, parce que mon boulot consistait, le dernier travail, à être vérificateur sur machine RX de pneus poids lourds. Donc là, c'est le dernier contrôle, avant d'aller chez le client. Et là, ça m'allait très bien, parce que j'étais très pointilleux et j'aimais mon boulot, mais pas le gros point qui n'allait plus, c'était le manager. Et donc, il ne pouvait pas me supporter. Et moi, je venais à la boule au ventre, je badgeais avec la boule au ventre. Et à un moment donné, c'est le bilan annuel, il me dit « Jean-Michel, eh bien, cette année, je suis très content de toi. » Et moi, je suis assis, heureusement que j'étais assis, parce que je disais « Ah, ben, enfin, en moi-même, je dis ah, enfin, quand même, on va... » J'ai plus envie de l'écouter, je suis dans le système de dire « Ah, mais on va enfin travailler paisiblement, toi et moi. » Voilà. Et il me dit « J'ai d'excellents retours des ingénieurs Michelin à l'ADO, c'est ceux qui créent les pneus de lendemain, qui verront le jour ou pas le jour, bref. J'ai d'excellents retours. Je te félicite et je t'invite à continuer l'année prochaine. » Et moi, je suis content. Je ne pense même plus à l'augmentation. Je dis, waouh, tu as mis du temps, toi, mais bon, c'est bien. Je vais pouvoir venir tranquille au boulot. Et il me dit, je t'invite à regarder ta feuille d'augmentation à ton poste. Et moi, je suis dans son bureau. Je ne dirais pas que j'étais confortablement assis, mais j'ai dit, bah non, je vais la regarder tout de suite. Et tout est vrai, hein. Il me tend la feuille, je la regarde, et dans l'angle gauche de la feuille, marqué au crayon à papier, j'ai un magnifique 0% d'augmentation. Et là, c'est plus être trahi, c'est vous mettez les mots que vous voulez, c'est de l'abus de pouvoir, c'est ce que vous voulez, c'est tout. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de tout lâcher, de tout lui dire, ce que je pense. Et puis il y a une petite voix qui a dû me guider, qui me dit « Jean-Mi, dis rien, va-t'en ». Parce que c'est ce qu'il attendait pour m'enfoncer un peu plus. Et je pars et je le revois
courir après moi dans le couloir pour me dire hey, Jean-Michel, tu n'as pas signé ta feuille. Moi, je vous pose une question. Quand un manager vous humilie, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, vous humilie profondément, comment voulez-vous que moi, je suive mon chef? C'est impossible. Et ce chef, pour terminer cette première intervention, a été remplacé parce que je suis allé voir la responsable du personnel, je n'en pouvais plus, mais c'était moi et mes collègues. Et cette responsable du personnel m'a entendu pendant 1h30. Au terme de cette audition, j'ai tout dit. J'ai donné des faits, toujours en étant poli. Et j'ai invité mes collègues à dire, allez les gars, surtout, allez-y, elle est là pour vous écouter. Parce que nous, on voulait qu'une chose, c'est qu'il part. Et cette personne ne voulait pas partir à la retraite parce qu'elle avait les trimestres. Elle avait tout. Et tellement mes collègues n'en pouvaient plus, et dit, il y en a un qui lui dit, mais pourquoi tu ne pars pas? Tu as tes trimestres. Vous voyez un peu l'ambiance de l'atelier. Hein, parce que c'était moi, c'était mes collègues. Et cette phrase est collector, qui répond, je ne pars pas à la retraite parce que j'ai des missions à remplir pour le patron. Ouf. Il était simple manager, avec tout le respect que j'ai pour être manager. Vous voyez un peu où il s'est placé. Et à force, mes collègues ont été se plaindre, et cette personne, grâce au service du personnel, a été invitée de force, bon gré mal gré, de quitter l'entreprise et de partir à la retraite. Et cette personne-là a été remplacée par une jeune manager, qui était en place dans une autre usine. Et je ne sais plus qui l'a évoqué tout à l'heure, être manageuse dans un service où il n'y a que des hommes, c'est compliqué. Et il y en a certains qui ont voulu la tester, ils ont été vite remis, parce qu'elle dirigeait une main de fer dans un gant de velours. Je vous dis ça parce que je la fais toujours à l'envers. Oui. Je la fais toujours à l'envers. Et ceux qui ont voulu la tester, et d'une façon, parce que le sexe masculin, là où je travaillais par moment, ça volait pas haut, ils ont été remis direct dans le droit chemin, et c'est ce que je vous disais. Et tout le monde le voit. Et cette femme, cette jeune manager en 2 temps, 3 mouvements, a révolutionné et métamorphosé l'atelier. Pourquoi? Parce que moi, je ne lui avais rien demandé. J'ai travaillé comme j'étais avant. Et elle m'a octroyé les plus belles augmentations que je n'ai jamais eues. Elle m'a fait passer référent du poste, c'est-à-dire quand il y avait des visites, c'est moi qui expliquais le poste et pas elle. Et elle m'a dit, tu t'en vas dans 3 ans, voire même un peu moins. J'avais d'autres ambitions, je voulais te sortir de l'atelier, il y a quelque chose que je pouvais essayer, c'est trop tard. C'est mon grand regret. Et je peux vous dire que l'importance du management, quand vous êtes dans la bienveillance, parce que quand vous avez un manager toxique, il y a 1000 façons de contrer un manager toxique. Moi, quand j'avais mon taux de production, parce qu'on avait des taux de production à remplir, je savais qu'à 19h, parce que je faisais 13h, 21h sur la fin, à 19h, je savais que j'avais mon taux de production. À 19h, j'arrêtais. Il y a 1000 façons de faire semblant de travailler. Je le faisais non pas contre l'entité, mais contre mon manager. Et quand cette manageuse est arrivée, c'est tout l'effet inverse qui se passe. Moi, je travaillais détendu, et quand vous êtes bien au boulot, inconsciemment, vous produisez plus. Parce que vous travaillez pour votre manageuse, parce que vous êtes dans le bien-être, parce que vous êtes dans le respect et dans la considération. C'est très puissant, la force du management, quand c'est autant toxique et bienveillant. Et je terminerai pour vous dire que... Ah oui. Et quand ça a été le time pour partir, en 2019, et là je vous assure que c'est vrai, il me restait 6 mois, enfin, plus rien. J'étais tellement bien, mais j'étais dans le bien-être. Je me suis posé la question de dire, et Jean-Mi, tu peux continuer, parce qu'on n'est pas obligé de partir à la retraite voilà, après 43 ans. Et j'étais là, je me suis posé la question pendant plus d'une semaine. Et puis la petite voix m'a rattrapé, m'a dit, Jean-Mi, t'en as fait 43 ans, t'as 60 ans, pars et profite de la vie. Mais vous voyez, je me suis posé la question. Je voudrais vous dire, et je terminerai là-dessus, n'oubliez jamais que vos paroles ont le pouvoir de détruire ou de construire, de décourager ou d'encourager, de guérir ou d'ouvrir de profondes blessures. Choisissez vos mots avec une infinie précaution. Merci beaucoup.
Bon. Jean-Michel et Jean-Christophe, il y a un an, il s'est passé exactement ce qui s'est passé maintenant. Une salle émotionnée, quelque part, moi-même. Vous voyez, j'en ai encore les tripes. Et en sortant de cette conférence, je leur ai dit, écoutez, on va essayer de faire un papier ensemble. Et on a fait un papier dans HBR. Et bien, lisez le papier, qui a été publié en décembre, je crois, ou en janvier. C'est incroyable. Il a parlé à l'écrit. Bon. Il y a une chose que tu n'as pas dit. Et c'est dit par ailleurs sur le slide. Parce que Jean-Michel, vous voyez, mais il a une autre caractéristique, il a une passion qui est la marche sportive, la marche athlétique. Il a quand même été triple champion du monde. Et dans les années 2000, tu as rencontré un jour le grand patron de l'époque. Juste un petit mot sur cette expérience, cette rencontre ouais, quand même. Ouais. Oui, très rapidement. Je suis qualifié. Enfin, le sport m'a sauvé la vie. Vous savez pourquoi? Parce que dans les ateliers où je travaillais, c'était l'alcoolisme, mais à haute dose. J'ai vu des choses. J'explique dans le premier livre, et encore je raconte pas tout. C'était c'était du Zola à un moment donné. Et moi, c'était où je passais avec eux, où je me sauvais par le sport, et j'ai toujours eu cette passion pour le sport. Donc, comme vous l'a dit Charles-Henri, j'ai fait de la marche athlétique, et c'était ma bouteille d'oxygène. Et donc, je suis, mais avec beaucoup de travail, 6 entraînements par semaine, le tout en production. Enfin, c'est maintenant que je me demande comment j'ai fait. Je suis qualifié pour Porto Rico, et au-delà de 35 ans, et là il faut faire les chronos, hein, c'est pas non plus, c'est pas un voyage. Il faut savoir qu'après la fédération vous qualifie, mais après il faut chercher de l'argent. Et donc Porto Rico ça coûte quand même un peu, et donc je me dis, parce que j'avais vu dans une revue un athlète qui était qualifié pour les championnats de France de marathon dans une usine à Bourges, et l'usine en question lui payait le déplacement, et là ça fait tilt. Je dis, si l'usine de Bourges l'a fait, moi je suis à Clermont, et tout me rattrape. Il y a un service com forcément, et je n'étais pas loin du service com, même si j'étais dans un atelier. Et puis vous savez, ce regard condescendant, moi je suis très sensible à ça, parce que ça repose sur quelque chose. Je me dis, le service com, je le zappe, et je me dis, il n'y a qu'une solution. J'ai envie d'écrire directement au patron, qui était à l'époque M. Édouard Michelin. Et là, je dis, cet homme, il a plein de courriers, il doit recevoir plein de courriers, et puis je me dis, alors tout bête, je dis, mais là, je vais essayer de sortir du lot, et je fais une lettre manuscrite. C'est complètement idiot comme truc, et je me raconte pendant 5 pages. Et puis le seul plaisir où je me fais, je me dis, de toute façon, il ne va pas regarder ça, et je l'envoie avec accusé de réception. Le seul plaisir que j'ai, c'est que quand il sera arrivé, j'avais le témoin bleu dans ma boîte aux lettres, j'ai dit, au moins c'est arrivé. Et un mois plus tard, son assistante m'appelle, elle me dit, Monsieur Édouard Michelin va vous... Non, pardon. Je reçois un courrier chez moi de me présenter à la communication, au service com à Clermont. Et là, je me fais... je rentre au service de la com, et là, on en revient au management. Au respect des gens. Je suis reçu par quelqu'un de bien haut placé à la com de Clermont, et il me fait sèchement... vous savez pourquoi vous êtes là, M. Frixon? Sur un ton sec. Alors moi, je suis gentil, mais j'ai mes limites. Je le regarde, je fais oui, je me doute. Et il me la lance derrière. Est-ce que vous pensez que M. Édouard Michelin a que ça à faire, de lire votre courrier? Et là, il a franchi la ligne blanche. Et là, je le regarde, parce que c'est tout ce que je ne peux pas supporter, la condescendance. Je lui dis, vous savez, monsieur, quand on veut obtenir quelque chose, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Cette phrase, elle m'arrive tout de suite. Là, je vois qu'il tique, d'un air de dire, mais il répond en plus. Et là, je le déstabilise un peu, et il me dit, écoutez, vous reconnaissez cette lettre? Il me parle comme... il me l'attend comme ça, là, il me l'agite. Je dis oui. Et il me fait, voilà, monsieur Édouard Michelin vous attribue la somme. Alors, c'était en francs, et je recevais plus de 5 000 €. J'avais largement bouclé mon budget. Et il continue en me disant, si vous devez le solliciter, ne le refaites plus directement, passez par moi. Là, il fait la phrase de trop, et je lui dis, c'est ça, j'y penserai à l'avenir. Et
Pour faire court, je suis champion du monde et je lui ai envoyé une carte postale parce que moi, s'il y a un principe, c'est que je n'oublie pas les personnes qui m'aident. Et en retour, quand j'ai été champion du monde, parce que moi, je ne pensais pas être champion du monde, je voulais éviter la cuillère de bois, et je suis champion du monde pour la première fois, et là, en rentrant à Clermont, je dis, il m'a aidé, je m'y attendais tellement peu, j'avais décidé de lui offrir mon maillot de champion du monde avec une dédicace sur le dossard avec le short de l'équipe de France. J'ai sollicité ma mère, qu'elle me mette dans un grand cadre. J'ai téléphoné à l'assistante de M. Édouard Michelin et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez m'arranger un rendez-vous? Surtout, ne lui dites pas pourquoi. C'est juste pour le remercier, ne lui dites pas que je veux lui offrir mon maillot. Donc je pars avec un cadre de 50 par 70, difficile à cacher. Et pour l'anecdote, il me reçoit un mois de novembre à 19h, pardon. Non, parce que les cadres, il y a longtemps qu'ils sont déjà couchés. Pardon. Je m'en fous. Et c'est 19h, et puis tout bête, il y a l'ascenseur, moi je passe par les marches. Et ce moment, je le voulais informel. Donc j'y suis allé avec quelque chose qui ne me correspondait pas. J'y suis allé avec le survêtement de l'équipe de France. C'est tout ce que j'aime pas, mais je voulais lui faire dire, ça y est, c'est un moment de pause pour toi aussi. Enfin, pour vous, surtout, je ne le tutoyais pas. Mais voilà, je le voulais informel. Et donc je monte les marches, je vous assure que c'est vrai. Et c'est à l'heure, là que les cadres sortent. Moi, je monte. Et là, c'est pour la petite, elle est facile, celle-là. C'est une histoire de cadre. Moi, j'avais un cadre sous le bras et les cadres qui descendent. C'est une histoire de cadres qui se croisent. Et pour faire très court, donc, M. Édouard Michelin m'a reçu. Et je vous promets que ce moment-là, c'était inoubliable pour moi. Ça dure une trentaine de minutes. Il m'a posé la question à un moment donné. Mais M. Frixon, d'abord, il m'a remercié pour la carte postale. Parce qu'il me confie, il me dit... vous savez, des gens qui me sollicitent, il y en a pléthore, mais qui me remercient, il y en a très peu. Moi, il me dit ça en face. Moi, je ne sais pas quoi lui dire. Et il me dit, dites-moi, M. Frixon, en 3-8, ça doit être compliqué pour s'entraîner 6 fois et être champion du monde. Comment vous faites? Et là, c'était la seule chose que j'avais prévue. J'ai dit, s'il me demande ça, moi, je viens... Et cette question est venue, donc il me tendait la perche. Hein. Pour sortir du 3-8. Hein. Si lui, il ne pouvait rien faire, c'est cuit. Hein. Et s'il y a une chose que je m'étais interdite, c'était ça. Je n'étais pas venu pour lui demander une faveur, j'étais venu pour lui offrir mon maillot. Et je lui ai répondu, M. Édouard Michelin. Et là, M. Édouard Michelin était à la place de Jean-Christophe. On est côte à côte. Et je lui dis, M. Édouard Michelin, vous savez, quand on n'a rien, pour moi, on est beaucoup plus fort sur la piste et je dois dire merci à personne. Et il me répond, décidément, M. Frixon, vous me surprenez totalement. Et je lui offre le cadre. Il s'y attendait pas du tout. J'ai vu ses yeux briller à la limite des larmes. Et il m'a dit, demain matin, il sera en face de moi. Et l'anecdote de l'anecdote, son bureau était aussi grand que la pièce. Et il me dit, mais expliquez-moi le règlement de la marche. Donc je lui explique. Là, je dis, mais ça devient surréaliste le truc. Et il me dit, je vais essayer. Et vous allez me dire si c'est bien. Moi, je suis ouvrier, hein. Je pense aux autres, mais au chef toxique, dire s'il savait, parce que personne ne savait que j'avais ce rendez-vous. Et je vois M. Édouard Michelin, du bout de son bureau, faire de la marche athlétique. Moi, je ne regarde même pas, je vis l'instant. J'ai dit, si les gens savaient que le patron de chez Michelin fait de la marche athlétique dans son bureau, et moi, je vis tout ça à 1000 à l'heure. Il me regarde, il est au bout, c'est bien. Je le regarde, oui, mais la jambe n'est pas trop tendue. Mais moi, c'est pour faire de l'humour pour moi. Parce que c'est surréaliste. Et il me dit, ah bon, ben, je vais recommencer. Je vous assure que tout est vrai. Et il recommence avec un grand sourire. Et il me dit, et là c'est mieux. Ah, je le regarde parce que je vis l'instant, moi. Je me fous de ce que je vais répondre. Et je lui dis, ah ouais, bon, vous avez l'indulgence de l'arbitre, ça passera. Et il rit aux éclats et il me raccompagne et l'histoire se finit comme ça. Voilà. Ça valait quand même le coup de t'entendre. Non. Alors, on va quand même revenir un peu à notre sujet quand même de la matinée, hein, et puis par rapport à la satisfaction du client. Alors, on a abordé dans plusieurs présentations là, depuis ce matin la question de la symétrie des attentions. On a parlé à un moment d'équilibre des attentions. Est-ce que, alors je te pose plutôt la question, toi Jean-Christophe, c'est finalement comment ça se matérialise chez Michelin, cette fameuse symétrie des attentions, et y compris des partenaires, puisqu'on a bien compris que c'était l'ensemble. Donc, tu peux nous donner
des éléments Oui, bien sûr. à la fois très concrets. Hein? Tu dis? Je me demandais si... Oui, je me suis présenté tout à l'heure. Ouais, c'est bon. Oui, oui, oui. Alors d'abord, bien sûr, merci aussi pour votre présence et votre attention. Alors les sujets de symétrie des attentions, c'est vraiment des sujets qu'on a beaucoup travaillé. Je vous ai dit toutes les démarches d'excellence opérationnelle et je vais aborder bien sûr aussi le rôle du hiérarchique. Alors, moi je vais commencer avant la sortie du livre. Le premier livre de Jean-Michel sort en 2021. Moi ce que je vais vous raconter, c'est à partir de 2005. Évidemment, le groupe Michelin n'a pas attendu la sortie du livre de Jean-Michel en 2021 pour faire des choses sur le plan de management. Ce serait quand même un peu triste quand même. On a vraiment changé des choses début des années 2000. Donc effectivement, début des années 2000, le monde industriel Michelin, je dirais, est un peu classique. C'est ce qu'on trouve quand même dans beaucoup d'entreprises globalement. Le hiérarchique est le sachant et l'ouvrier, l'opérateur est exécutant. Moi, je constate d'ailleurs à cette occasion, je suis chef d'équipe, chef d'opérateur pendant 3 mois. Et en discutant avec les opérateurs, je constate qu'il y a des gens remarquablement talentueux. Il y a des opérateurs qui sont maires d'un petit village. Il y a des opérateurs qui sont des champions sportifs. Il y a des opérateurs qui sont responsables d'associations. Et néanmoins, quand ils rentrent dans l'atelier, ben, comme l'a dit Jean-Michel, ils laissent leur cerveau au vestiaire et ils sont dans une fonction d'exécution. Et donc le défi que l'on a, je ne suis pas le seul à faire ce diagnostic, bien sûr, avec mes collègues, mes équipiers, on prend le défi de se dire il faut casser tout ça. Le défi de la performance d'une entreprise, c'est une performance globale, vous l'avez dit ce matin, on veut une performance économique, on veut une performance environnementale, on veut une performance d'engagement du personnel, donc autour des employés. Bien sûr, de performance vis-à-vis des clients, donc la qualité des produits, la qualité des services. Et ça ne peut pas se faire avec que les chefs sachants et des exécutants. Il faut que tout le monde se mobilise. Donc, on a fait 3 révolutions, et je dis bien révolutions, parce que ça a été des changements très forts. La première révolution, c'est un changement de mindset, c'est-à-dire l'inversion de la pyramide. On a dit à tout le management, jusqu'au top management, votre première mission, c'est le support à ceux qui font. Ceux qui font, ce sont les opérateurs de production, ce sont ceux qui vendent, ce sont les employés dans l'administration. Tout ce que je vous raconte, on l'a fait dans tous ces secteurs, donc ça n'a rien, c'est pas du tout que industriel. Et donc, votre mission de manager, c'est d'être en aide, en support à ceux qui font. Ça, c'est votre mission de base, fondamentale. Alors, bien sûr, ça, c'est le mindset. Concrètement, il faut le mettre en œuvre. Ce qu'on a fait pour le mettre en œuvre, c'était, on a dit, on va traiter tous les problèmes que remontent les opérateurs. On va les traiter. Tous les irritants, tous les bugs, tous les trucs qui ne vont pas, tous les problèmes qui remontent. Et donc on a mis en place un système de remontée des problèmes. C'est-à-dire que tous les opérateurs, les employés dans le service administratif ou dans le commerce, tous les jours, nos opérateurs de production, ils remontent leurs problèmes. Et on a formalisé ça sous forme de cartes. Alors, on appelle ça chez Michelin les win cards, WIN. WIN, ça veut dire What is important now. Win card verte, c'est chef, je t'informe d'un problème, mais avec les collègues, on est assez grand, on va se débrouiller. Par contre, il faut que tu sois au courant du problème. Win card rouge, chef, on t'informe d'un problème, on a besoin de ton aide. Et là, le chef a obligation de traiter la win card rouge. Ça, c'est dans sa mission. Donc le N+1 va recevoir une win card rouge qu'il doit traiter. Bien sûr, ça va être assez fréquent, il n'a pas les ressources ou les compétences pour traiter ce win card rouge. Donc il va se tourner vers le N+2 en lui disant « j'ai besoin de ton aide, j'ai reçu un problème, je ne peux pas le traiter, j'ai besoin de ton aide ». Le N+2 va regarder ça, il a obligation de traiter le problème. Bien sûr, il y a des cas où il n'a pas les compétences et ressources, il va se tourner vers le N+3 et ça va escalader dans la hiérarchie. Moi, j'étais au COMEX, je recevais des win cards rouges qui pouvaient arriver du terrain. Et j'ai obligation de les traiter. Quand je dis obligation, c'est qu'à l'agenda de la réunion suivante, il y a Guérin, il a pris 3 win cards rouges, il en est où sur les win cards rouges? D'accord? On a une obligation de rendre compte. Ça, c'est la mise en œuvre opérationnelle de l'inversion de la pyramide. Et on dit bien au manager, vous traitez tous les problèmes. Le four micro-ondes de la salle de repos qui est en panne, l'opérateur qui le signale, c'est une win card rouge. Il ne peut pas réparer le four micro-ondes. Donc c'est une win card rouge. Le manager va traiter le problème du four micro-ondes. Ce n'est pas les syndicats. Le manager, il traite les problèmes de l'usine,
ou du secteur administratif dans lequel il est, ou du secteur commercial dans lequel il est. Ce n'est pas les syndicats qui vont traiter le four micro-ondes. J'insiste parce que c'était comme ça que ça fonctionnait. D'accord. Tout ce que je vous donne, c'est des exemples très concrets. Hein. Le Wincart rouge, quand on arrive sur le parking, il y a toute une zone, il y a des grandes flaques, et quand on se gare, on descend les pieds dans l'eau. C'est pas au syndicat de traiter ça, c'est au manager. Voilà. Donc, on s'est mis à traiter tous les problèmes, tous les irritants. Et là, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que les gens, ils avaient des tas de problèmes. Seulement, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens le disent une fois au chef, peut-être une deuxième. S'il ne se passe rien, ils vont peut-être tenter une troisième fois, puis c'est fini. Ils n'en parlent plus. On va vivre avec. Et même pire, le jeune qui arrive. Le jeune, il va dire à son collègue, ce problème, il est agaçant. Ouais, laisse tomber. On l'a déjà dit, il ne se passe rien. Laisse tomber. Donc le jeune qui arrive, on lui dit, non, tais-toi. Ça ne sert à rien. D'accord? Donc ça, c'est terrible, ça. D'accord? Donc, on a mis en place cette mécanique et on s'est mis à traiter des problèmes. Troisième révolution, on a formé nos managers à, quand vous recevez un Wincart rouge, il ne faut pas prendre la Wincart rouge, traiter le problème. Il faut commencer par dire à la personne qui vous a amené le Wincart rouge, pourquoi tu as besoin de mon aide? Chef, j'ai besoin de ton aide parce qu'on n'est pas autorisé à décider ça. Ah bon? Pourquoi tu n'es pas autorisé? Si, moi je t'autorise. Si, on va revoir on va revoir ça. Sur chaque Wincart rouge, on peut revoir la mission de l'équipe, on peut l'enrichir. Oui, chef, on n'a pas la compétence dans l'équipe pour traiter ce problème. Eh bien, on va vous donner la compétence, on va vous développer, on va enrichir les compétences de l'équipe pour que vous ayez l'autonomie de traiter le problème. Ou chef, on n'a pas le droit de dépenser plus de 3 000 euros, et là, c'est un sujet à 5 000 euros. Eh bien, on va regarder les plafonds des cartes qu'on utilise, les cartes business, etc. Donc, sur chaque Wincart rouge, on a dit au chef, avant de traiter le problème, commencez par voir pourquoi l'équipe a besoin de vous. Ça, c'est du coaching. Ça, c'est du mentoring. Très concret. Problème par problème. D'accord? Parce que quand on dit, il faut dire au manager, vous devenez un manager coach, sur un slide, c'est facile. Concrètement, c'est comment? Et là, par les Wincart rouges, vous avez un moyen très simple. D'accord? Moi-même, mes directeurs industriels, quand ils venaient me voir avec des Wincart rouges, je leur disais, mais pourquoi tu as besoin de mon aide? Eh bien, je suis autorisé à dépenser 1 million d'euros et pas plus. C'est un projet à 1,2 million. J'ai besoin de ta signature. Ah bon? On va regarder les plafonds, etc., etc. Chaque fois, il y a un dialogue. D'accord? Je tiens à préciser aussi que sur les Wincart verts, il peut aussi y avoir un vrai sujet. Je vais vous donner un exemple très concret. C'est un équipier qui m'annonce que le projet est planté. Hein, c'est foutu, on a 3 mois de retard, c'est planté. Là, je vais commencer à lui dire, ça fait 6 mois que tu me fais une Wincart verte sur le projet, tu m'as jamais fait de rouge, tu m'as jamais alerté au sens besoin de mon aide, et maintenant c'est planté. Tu n'as pas fait ton boulot. Ton boulot, c'était de m'alerter au bon moment, de me solliciter au bon moment pour que je puisse agir. Me faire un Wincart rouge quand tout est planté, ça ne sert à rien. Donc les autonomistes, au sens indépendantiste, qui ont tendance à faire que du vert, en disant « moins le chef s'implique, mieux ça me va », ça ne marche pas non plus. D'accord? Oui, c'est très simple. Mais c'est un vrai processus managérial autour de ça. Voilà. Donc, on a rendu nos équipes de plus en plus autonomes par le biais de ces dialogues sur les Wincart rouges. Et une des conséquences, c'est que, positive, alors on en a eu plusieurs. La première, c'est que toutes nos usines tournent toutes les nuits et tous les week-ends, donc du vendredi soir au lundi matin, sans chef. Et ça marche bien. Et deuxième conséquence, c'est qu'on mesure chez Michelin le taux de satisfaction des employés. Alors, on appelle ça le taux d'engagement de nos employés. On avait 15 points d'écart entre les opérateurs de production et le management, et on a comblé complètement cet écart, puisqu'on est arrivé à égalité. Et même, je pense, c'est en 2021, où le taux d'engagement de nos opérateurs était supérieur aux collaborateurs et cadres. Pourtant, ce sont des gens en 3-8 qui travaillent les week-ends. Et donc, parce que, en fait, les opérateurs ont vécu cette inversion de la pyramide par les chefs s'occupent de nous. D'accord ? J'avais posé la question à un opérateur en disant « Qu'est-ce que vous pensez de cette mécanique des wins ?» Il m'avait répondu « C'est bien simple, M. Guérin, je suis passé de l'ombre à la lumière. L'ombre, j'ai des problèmes, la hiérarchie s'en fout. À la lumière, j'ai un problème, la hiérarchie s'en occupe. » D'accord ? Peut-être, je te laisse dire un petit mot sur les wins rouges. Toi, tu l'as vu. Oui, là ça va être très court, mais très concret. Pour rebondir sur ce que vient de vous dire Jean-Christophe, là je vous parle, puisque moi j'ai connu avant
et après. Donc, j'ai vu la transformation. Vous dire que quand on a voulu instaurer, quand il a Jean-Christophe, puisque je ne savais pas, moi à l'époque, c'était lui qui avait créé ça, avec les équipes, oui, bien sûr, ça ne s'est pas fait comme ça. Hein. Ceux qui ont été chargés de mettre ça en place, je vous assure qu'ils ont fait de l'aviron pendant pas mal de temps. Parce qu'on ne passe pas à dire pendant des années, messieurs les ouvriers et ouvrières, vous n'avez pas de cerveau, à d'un seul coup, à l'an 2000, ah tiens, on a besoin de vous, ils s'aperçoivent qu'on est des êtres pensants. Je vous assure que des fois, j'avais mal au ventre pour la personne qui faisait la formation. Bref, mais quand ça a été bien compris, ça a mis du temps. Ça a eu un double impact que même Jean-Christophe n'avait pas mesuré, parce que on avait compris qu'on avait d'abord, on nous détachait de nos, enfin, on donnait des fonctions supplémentaires par rapport au travail, mais on nous confiait des responsabilités. Et là, ça a commencé à faire tilt, et de dire, l'ouvrier n'était plus dans un projet, il n'était plus spectateur d'un projet, quel qu'il soit, mais il devenait acteur. Et il devenait acteur et décideur à travers les wins rouges et les wins verts. Et moi, un exemple très concret, et là, je me le réserve pour le manager toxique que je vous ai parlé. Moi, donc, j'étais contrôleur, je vous l'ai dit, sur les pneus Machinery X. Et forcément, comme tout produit, il y a des moments, il y a des défauts de qualité. Et on est là pour les arrêter. Et un jour, j'arrête sur une gamme un problème sérieux. Et là, j'arrête le produit, j'arrête aussi en même temps la production, parce que j'avais le pouvoir de le faire. Et là, le win rouge, je savais que c'était win rouge, de le mettre au tableau. Et là, vous pouvez. Alors, pardonnez-moi, je n'ai pas trouvé jusqu'à présent d'autres mots que celui-là. En cas de manager toxique, parce que ça peut être jouissif, que d'aller mettre un win rouge au tableau en se disant, pour moi, en disant, Patrick, demain matin, ton café long, tu vas faire un café court, tu vas relever les manches et tu vas être obligé de traiter le problème que je t'ai soumis, mais surtout, délectation de la délectation, c'est qu'il est obligé de venir vous rendre compte de l'évolution de la recherche du problème. Voilà pour la petite parenthèse et la force qu'il n'avait pas mesurée. Alors, un petit complément, parce que ce matin, vous l'avez abordé aussi. Donc, je vous ai dit, on a cherché à développer les compétences et l'autonomie de nos opérateurs de production. Et j'insiste, on l'a fait aussi dans le tertiaire, dans le service administratif et ailleurs. Et donc là, la question, c'est comment on délègue les choses aux opérateurs ou aux employés. Et là, je vais insister sur un point. Il y a un modèle qui est très classique, qui est très simple, que j'ai vu beaucoup de fois, qui va dans l'impasse tout droit. C'est le modèle qui consiste à dire sur une équipe d'employés ou d'opérateurs, il y en a un qui a peut-être plus d'ambition, plus de potentiel, plus de charisme, et qui dit, moi, j'ai envie de faire plus. Et là, le chef va lui déléguer à lui un certain nombre de choses. Souvent, on appelle ça des leaders, team leaders, des choses comme ça. C'est des fonctions. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un an et demi, 2 ans, le team leader dit au service du personnel, au DRH, en fait, je fais une partie du boulot du chef, mais je n'ai pas le salaire. Ce qui est vrai. Et donc, on finit par dire, on va vous le rémunérer. Et qu'est-ce que vous avez fait, là? Vous avez créé un nouveau niveau hiérarchique. Et vous avez responsabilisé et développé qui? Une personne, pas les autres. Alors même les autres, ils disent, attendez, puisque lui, il est payé pour, on lui refile les problèmes. Donc c'est l'impasse. Alors chez Michelin, on s'est interdit ça, totalement interdit ça. On a éclaté les rôles et les responsabilités sur un certain nombre d'opérateurs. Très concrètement, sur un service de production, on va dire, toi, tu vas prendre tous les sujets qualité pour l'équipe. Toi, tu vas prendre tous les sujets maintenance pour l'équipe. Toi, tu vas gérer le présentéisme, les congés de l'équipe. Toi, tu vas gérer les aspects stock, supply chain. Toi, tu vas gérer les dépenses courantes. On éclate. Qu'est-ce qui se passe là? Vous enrichissez tout le monde. Parce qu'il y a facilement 6, 7, 8 rôles qu'on peut déployer. L'énergie, la gestion des déchets. On s'amuse, on crée des rôles. En plus, qui sont très utiles, puisqu'il faut une performance de plus en plus globale. Non seulement il faut 7-8 rôles qu'on délègue, on s'interdit de cumuler les rôles sur une personne. On s'interdit de cumuler les rôles sur une personne. Mais il faut des suppléants quand les gens sont en congé. Donc 7 à 8 rôles plus 7 à 8 suppléants, ça fait 14 personnes. Dans un service administratif, ça va être un responsable sur la qualité des données, un responsable de tel processus, un responsable de tel compte client, etc., etc. Donc,
on éclate les rôles et on s'interdit de les cumuler. Et là, c'est beaucoup plus facile aussi de révéler des talents, parce que là, les gens osent faire des choses. Parce que passer tout de suite chef, c'est très compliqué. C'est-à-dire que là, c'est des étapes progressives. On peut tourner, je fais 2 ans qualité, puis après je fais 2 ans maintenance, tout en gardant les fonctions, j'insiste, opérationnelles de production. Voilà ce qu'on a fait, et ça a super bien marché. D'accord ? Voilà. Bien. Voilà. Bien, écoutez, réponse formidable, sauf qu'on a assez peu abordé la dimension client. On a surtout abordé la dimension collaborative. Mais je voudrais quand même te dire une chose, c'est que ce que tu as décrit, c'est quelque chose que Jean-Dominique Senard, aujourd'hui président de Renault, n'arrête pas de dire dans des interventions, c'est le mot responsabilisation. Ce qui est formidable, c'est quand même, vous avez devant vous l'initiateur de la démarche de responsabilisation. Il faut quand même le... Non. Non, mais attends. C'est gentil, mais il y a des équipes Michelin derrière. Hein, Oui, voilà, je sais bien. On a bossé. Voilà. Mais il y a eu un livre, par exemple, comme Humanocratie, qui a été publié en 2020, que j'avais fait traduire en 2021, dans lequel il y a le chapitre 14 qui est intégralement consacré à cette démarche de responsabilisation. Il n'apparaît pas. Il y a d'autres acteurs. Et tu m'as dit que c'était quand même... C'était un tout petit peu bon. Voilà, mais quand même, c'est très important. Et il y a un mot aussi qui caractérise toute l'expérience que tu décris, c'est le mot subsidiarité. Ouais. Comme le dit là, mon collègue de Nantes, il me dit finalement, la subsidiarité, c'est une théorie de l'autorité. C'est le chef est au service d'eux, quand l'équipe a besoin. Ouais. Alors, je voudrais parler un peu de clients quand même, avant de vous laisser la parole. Est-ce que tu es d'accord qu'on parle de l'autre côté ? Et alors, sur la relation client de façon très très concrète, comment est-ce que vous traitez cette affaire au niveau corporate, au niveau région, etc. Tu pourrais nous en dire un peu plus ? En fait, ce qui s'est passé, c'est quand on a vu que dans nos usines, en mettant ça en place, on traitait des problèmes, des irritants, des problèmes de fond, des problèmes qui agaçaient tout le monde, etc. Et puis surtout, on a vu que la performance s'améliorait. Attention, ça paye, d'accord ? Et puis que les gens étaient de plus en plus satisfaits, les opérateurs étaient de plus en plus satisfaits. On s'est dit, mais attendez, on va regarder ce qui se passe côté client. Et donc, en fait, on s'est aperçu aussi que côté client, on a des tas d'irritants avec nos clients. Des problèmes de facture, des problèmes de délai de livraison, des problèmes de catalogue produit qui n'est pas à jour, enfin, etc., etc. Et donc, en fait, on a fait la même chose. Alors, on a mis en place ce qu'on appelle des customer rooms par pays, par continent et au niveau groupe, et avec le même système d'escalation des wins. C'est-à-dire la Customer Room France, elle écoute toutes les complaintes clients. Il y a plusieurs métiers présents. Il y a la supply chain, la qualité, le marketing, et sales. Ils prennent toutes les plaintes clients qui arrivent, puis ils regardent, ça on traite, ça on traite, ça on peut pas, win rouge, boum, ça remonte à l'étage au-dessus, qui regarde, ça on traite, ça on peut pas, boum, ça remonte au niveau corporate, et il y a une cellule corporate qui va traiter souvent des problèmes plus de fond. Souvent, les problèmes qui remontaient par exemple à moi aussi, c'est souvent des problèmes où il faut des investissements, il faut faire évoluer des systèmes d'info. Voilà, des choses un peu plus de fond qui, des fois, on va traiter en 6 mois, en 1 an, ou voilà, d'accord ? Mais on a fait pareil côté client. Et on s'est mis à traiter les problèmes clients, qui sont toujours des problèmes très concrets, qui sont des irritants, mais dans une entreprise qui peuvent se perdre. Qui le traite ? On ne sait plus qui est responsable de quoi. Tandis que là, on a des cellules, vous traitez. Alors si c'est Win vert, ça reste chez vous, mais vous traitez. Win rouge, vous appelez au-dessus, mais au-dessus, ils vont le traiter. D'accord ? Donc on s'est mis à traiter les problèmes clients de façon très opérationnelle, très concrète. Voilà, c'est tout. OK ? Voilà, et on a déployé ça aussi dans le tertiaire. Dans le tertiaire, on a regroupé tous nos tertiaires. Tous nos services tertiaires, c'est toutes les relations avec les fournisseurs et puis les clients. Et qu'est-ce qu'on a constaté ? On a fait des énormes gains de productivité, parce qu'on a éliminé des bugs, on a éliminé des pertes de temps, on a fait des gains de service client, et on a fait un vrai gain de satisfaction des employés. On a vu le taux de satisfaction des employés. La belle leçon de tout ça, c'est que les gens, quand ils viennent au boulot, ils ont envie que ça soit performant. Ils n'ont pas envie de perdre du temps. Ils n'ont pas envie de revoir les mêmes problèmes. Ils ont envie d'avoir des chefs qui les écoutent. Et surtout quand il y a des problèmes, qu'on commence à leur dire « Et toi, tu as une bonne idée pour le problème ?» Parce que souvent, ils ont des très bonnes idées. Et ça, je peux vous garantir un truc, il y a zéro culturel là-dedans. Que ça soit en France, en Espagne, en Chine, en Allemagne, au Brésil, aux États-Unis, dans le tertiaire, dans l'industrie, dans le commerce, c'est pareil. D'accord ? Voilà, donc la bonne nouvelle, c'est que engagement et satisfaction des employés, performance
de l'entreprise, satisfaction des clients, c'est le même combat. Hein. Alors, Et j'ai tous les KPI, je mesure tout ça, donc je peux vous assurer, enfin, je mesurais tout ça. On a toutes les démonstrations que c'est parfaitement le même combat. oui. Si tu veux, tu peux t'asseoir. On va vous laisser la parole vraiment dans quelques minutes. Il y a quand même, l'histoire n'est pas terminée. Parce que 2021, tu lis ce bouquin et tu prends conscience de quelque chose de fort. Tu le rencontres, vous discutez, vous ne connaissiez pas. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils font en fait, ils organisent, enfin tu organises, vous organisez un tour de France des usines. Hein, et tu peux nous en dire mot, parce que le livre qui est là, l'ouvrier qui murmurait à l'oreille des cadres, c'est justement la description de cette expérience. Alors, qui a duré 1 an et demi, je crois, ou 2 ans. Vous voyez, en 2021, tout ce que je vous ai raconté, on est fiers de nous chez Michelin. On a fait un super boulot, on a fait des grands progrès de performance, on a le taux d'engagement des employés qui a progressé. Donc on est fiers, on est contents. Moi, je fais partie de ceux qui sont contents. Sort un livre. Alors le livre, on dit pop, 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 et on dit ça ne va pas nous faire de la pub. Il y a des chapitres pas tendres, et puis il y a des très beaux chapitres. Donc moi, je lis le livre, et quand je lis le livre, je trouve le livre passionnant. C'est pas un livre contre Michelin, c'est un livre contre les petits chefs et pour les très bons chefs. Moi, c'est ce que je veux. Hein. Moi, je veux des bons chefs dans mes usines. Donc, je demande à rencontrer Jean-Michel. Il est terrorisé à l'idée d'être... parce qu'en fait, il s'attend à un procès. Et en fait, je dis à Jean-Michel, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on va progresser. Parce que ce qui me fait mal dans votre livre, ce Friction à l'époque, c'est qu'il y a des chefs qui n'ont pas bien compris. Et pourtant, on a donné toutes les formations. Parce que côté formation, on est solide hein, chez Michelin, on en donne. Hein. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Les remettre en salle avec des slides ? Bon, c'est déjà fait. On a même mis des fois des coachs, même régulièrement, dans les usines. C'est déjà fait. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Donc j'ai dit à Jean-Michel, je vais t'organiser une tournée des usines françaises. Dans chaque usine, on va réunir tout le management, du premier niveau jusqu'au directeur d'usine. Tu vas leur raconter ta vie et tu vas leur raconter l'impact qu'ils ont sur toi. L'impact du merci, l'impact du bonjour, l'impact de s'intéresser à la personne, l'impact de ces choses si simples, mais que certains ont manifestement oublié. Heureusement pas tous, hein, mais que certains ont oublié. Et donc on a organisé ces tournées des usines en 2022. Bon, et Jean-Michel, il en a écrit un 2e livre, qui est celui-là, hein, L'ouvrier qui murmurait à l'oreille des cadres. Voilà. Alors un petit mot sur la tournée d'usine, Jean-Michel, il va vous dire ce qu'il a retenu. Mais moi, je vais vous dire ce que j'ai retenu. C'est que je suis allé en spectateur dans une usine. Je me suis mis au fond de la salle et j'ai regardé ce qui se passait. Donc Jean-Michel a raconté au manager sa vie et l'impact qu'ils ont sur lui. Et comment, par leur comportement, ils peuvent créer un désengagement de l'équipe ou un engagement total. La petite anecdote à la fin qui vous raconte le changement de chef. Sur le plan social et performance, humain et performance, c'est quand même impressionnant. Tout est égal par ailleurs. C'est la même entreprise, c'est les mêmes formations, c'est les mêmes structures, c'est le même N+2, N+3, N+4, tout est égal. C'est la même équipe d'opérateurs, c'est les mêmes machines. Il y a un changement de chef. Dans un cas, à 19h, il tombe les manettes. Comme il dit, il dessert les 4 pieds. Il reste 2 heures. Et dans l'autre cas, il est prêt à bosser jusqu'au bout et même à décaler son départ à la retraite. Vous avez quasiment 20% d'écart de performance là. Il n'y a pas un euro sur la table. Il y a juste un chef qui est exigeant et bienveillant. Donc, je me mets en spectateur et je regarde ce qui se passe. Et je vois des managers dans la salle, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, je vois des larmes. C'est impressionnant, les larmes. Et donc, comme j'en connais, je les attrape à la pause en disant « Pourquoi vous avez sorti les mouchoirs ?» Ils m'ont dit « Quand on voit l'impact de ces choses si simples, on se dit « Mince, je ne l'ai pas fait. » Et ça nous fait mal. Et on ne fera plus jamais ça. Voilà l'impact. Alors j'en ai retenu une leçon, c'est qu'on apprend beaucoup mieux par le cœur que par cœur. Par cœur. Voilà.
Par cœur, c'est les slides. Par le cœur, c'est la rencontre. Voilà. Alors Jean-Michel, tu peux nous raconter un peu cette expérience? Oui. Ce que vous a dit Jean-Christophe, eh ben, oui, bien sûr, tout est vrai. Je tiens à préciser que quand c'est pas vrai, je le dis aussi. Avant qu'il me propose le Tour de France des usines, il faut savoir, c'est que c'est au moment de la rencontre. Hein. Quand moi, mon livre sort, un petit détail, j'ai jamais demandé l'autorisation à Michelin si je pouvais écrire un livre sur ma vie professionnelle. Il était hors question. Par contre, la règle que je m'étais soumise, c'est que je ne voulais pas faire un brûlot contre l'entreprise. Ça ne m'intéressait pas et tout le monde peut le faire. J'ai raconté tout simplement mon parcours. Avec le bien, comme vous l'a dit Jean-Christophe, et le moins bien. Et quand le livre sort, bien sûr, le grand journal quotidien de la montagne, Centre France, avait fait une pleine page. J'étais avec mon livre devant une usine de Clermontoise. Waouh! D'ailleurs, quand il m'a dit Jean-Mi, c'est pour demain, il sort demain, j'ai couru chez le buraliste, j'en ai acheté un, j'ai vu que j'étais dedans, je suis retourné chez le buraliste, j'en ai acheté 3 autres pour voir si derrière j'étais dedans. Et ouais, elle est facile celle-là. Ouais. Et par contre, mon passé de coursier m'a rattrapé. Parce que quand on est coursier, vous savez, on distribue le quotidien, entre autres, hein, le quotidien régional, suivant où vous êtes, au chef, N+2, N+3, puis forcément, où travaillait Jean-Christophe, mais moi que je ne connaissais pas, et puis forcément le patron. Et là, au moment où je me vois dans le journal, je fais « Oups, maintenant ils vont savoir ». Et ça n'a pas loupé. L'assistante de Jean-Christophe m'appelle en me disant, au bout d'un mois, il y a Monsieur Guérin, donc moi je ne savais pas qui était Monsieur Guérin, qui voudrait vous rencontrer pour parler du livre. Est-ce que vous seriez d'accord pour le rencontrer? Et là, grand moment de solitude pour moi, parce que je sais ce que j'ai mis à un moment donné où ça tangue. Et j'ai un grand moment d'absence, je vous assure que c'est vrai, l'anecdote. Elle me dit, est-ce que vous êtes libre telle date? Et là, je dis, attendez, je regarde mon agenda. J'ai pas d'agenda. J'ai pas d'agenda. Maintenant, j'en ai un. Et je lui dis, oui, je suis libre. Et elle me dit, très bien, il vous recevra. Et donc, je me rends dans son bureau. Et là, la peur au ventre, parce que vous l'a dit, je suis intimement persuadé que pour les faits que je révèle de licenciement, comment ça s'est passé, comment on m'a parlé, moi et mes collègues, etc., je dis, il va m'attaquer au prud'homme. Donc je pars dans cette idée-là. Et j'hésite à y aller et j'appelle mon fils et je lui dis, écoute Guillaume, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que tu ferais? Et là, vous voyez, on a toujours besoin de ses enfants. Il me dit, alors il m'appelle pas papa, lui, il me préfère dire, wesh gros, écoute, si tu n'y vas pas, tu sauras jamais. Et là, c'est le déclic, donc j'y vais. Et je me présente dans le bureau de Jean-Christophe, accompagné du directeur du personnel, à l'époque, c'était Monsieur Pat. Et là, c'est un chapitre de mon livre, hein, puisque le deuxième, c'est le deuxième, le livre sur la table. Et vous savez, je pense que ça vous est arrivé au moins une fois dans votre vie, dans une situation quelconque. Vous savez, il se présente, voilà, et puis il me dit surtout, voilà, je m'appelle Monsieur Jean-Christophe Guérin, je suis directeur industriel monde Michelin. Et là, je fais, oh là 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 là. La deuxième personne, je la connaissais déjà de réputation, donc bon. Et puis, il me recense sur le livre. Alors, vous écrivez bien, bravo, etc., etc. Et puis, moi, je suis dans un autre état, je dis, bon, allez, ok, d'accord, vas-y. Vous savez, quand vous attendez le fameux « mais », moi, je dis, bon, allez, vas-y, tu m'as passé de lucirage, là, c'est bon. Viens où tu veux en venir, dis-moi que tu veux m'attaquer, etc. Et puis, voilà. Et puis, ce fameux « mais » n'arrive jamais. C'est un virage à 360 degrés, pour faire très vite. Il m'invite, au bout d'1 heure et demie de conversation, à me dire, est-ce que j'ai un projet pour vous, c'est de parler devant les directeurs Europe et Monde dans un mois, je me rappelle à peu près, de parler de votre livre et de votre vision du management. Et là, moi, je suis sec, parce que je lui dis, mais moi, je ne suis pas un conférencier. Il me dit, mais ça fait 1 heure et demie qu'on parle ensemble, je ne suis pas inquiet. Et moi, là, je vis tout ce qui me rattrape, de dire, mais j'ai mon bâton de maréchal, là. C'est extraordinaire, je mesure l'impact, la puissance de ce qu'il me demande. Et là, je dis oui, avec une peur comme ça, comme je l'ai vu devant vous. Et donc, on fait cette réunion. Ça se passe à merveille. Il m'invite à déjeuner avec toutes ces personnes. Et là, vous voyez un détail. Moi, je m'accroche beaucoup aux détails.
La table fait un fer à cheval. Et j'avais qu'une peur. Moi, le déjeuner, je voulais pas y aller parce que c'était pas ma place, c'était pas mon monde. J'ai fait par correction. Et j'ai dit, il va me mettre, je vais me retrouver avec des directeurs d'Europe et Monde. Je vais pas tenir la comparaison. Vous voyez, ça vous rattrape tout le temps quand vous manquez de confiance en vous. C'est partout. Et là, il m'invite à côté de lui. Il m'a même pas. Et vous voyez, c'est peut-être un détail, mais moi, ça m'a énormément touché. Et au moment du dîner, à un moment donné, c'est le dessert. C'est le dessert. Il y a plein de directeurs qui me parlent, comment ils ont trouvé l'intervention. Donc moi, j'ai dit, ça y est, j'ai mon bâton de maréchal. Et Jean-Christophe me dit, j'ai un autre projet pour vous. Et moi, je me rappelle, j'en suis à la glace. Je vous assure que c'est vrai. Hein. J'en suis à la glace. Bon, voilà. Et je suis comme ça, il me fait ça, j'ai un projet pour vous, et je suis là, je ne sais plus si je dois manger la glace ou la reposer. Parce que j'ai dit, c'est bon, j'ai vécu quelque chose que d'autres ne vivront jamais. Et il me dit, j'ai un projet pour vous, j'ai vu mes collègues, ils ont été épatés, je vous propose le Tour de France des usines. Et là, heureusement que j'étais assis, parce que alors là, et il m'explique. Et il me dit, vous allez visiter les 15 usines françaises, vous allez visiter les ateliers, et surtout, vous aurez carte blanche. Et vous parlerez en finale à tous les dirigeants de chaque usine, tous les managers, le directeur, etc. Et vous parlerez de votre livre et de votre vision du management. Et là, je mesure ce qu'on... Et là, je lui dis, mais moi, je ne sais pas faire ça. Et il me dit, si, c'est bon. Est-ce que vous acceptez? Donc, je l'ai fait parce que là, je dis, voilà, là, c'est même plus un bâton de maréchal que j'ai. Et j'ai fait le tour de France des 15 usines françaises et je peux vous promettre que c'est extraordinaire parce que moi, les constituants d'un pneu, je les connais par cœur. Et déjà de les voir fabriquer, c'est extraordinaire. Le truc, donc je faisais la tournée des ateliers, j'allais où je voulais. Le truc, c'est qu'il fallait briser la glace avec les ouvriers et les ouvrières. Et ça ne se fait pas comme ça. Surtout qu'on savait que je venais de Clermont. Donc Clermont, waouh, c'est le siège, machin truc. Et puis là, je voyais le premier contact, ça ne passait pas. C'est ce que je vous disais. La confiance, ça met du temps. Ça ne se fait pas comme ça. Et il me répondait, mais vite fait. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas, j'ai cette phrase qui a été magique. Je lui dis, hey, vous savez, votre univers, je le connais. J'ai fait 25 ans à la production, travaillé trop vite à la production. Votre univers, c'est mon monde et je sais la difficulté. Et je vous promets, sans l'avoir calculé, cette phrase, la glace, là, c'est tombé. Et j'ai eu tous les retours. Quand un bon manager était en place, j'ai entendu, c'est pour vous dire combien c'est puissant, j'ai entendu des opérateurs et des opératrices, leur souci, c'était de dire pourvu qu'elle ou lui ne s'en aille pas tout de suite, tellement c'est bien. Ça, je l'ai remonté, hein, je l'ai remonté. Et quand ça va dans l'autre sens, c'est pareil. Et je finirai par cet exemple. C'est une usine clermontoise, mais ça pouvait se passer n'importe où. J'ai une personne polyvalente, c'est-à-dire c'est précieux, c'est une personne qui connaît tous les postes de l'atelier. Et je lui dis, voilà, votre manager, ça se passe bien, il me fait confiance, et puis il me dit, puis si je vous dis que ça se passe mal, qu'est-ce que ça peut faire? Ça ne va pas changer. J'ai dit, je vous promets que à la suite à la visite de l'atelier, je lui explique ce que je viens de vous dire, je vais parler devant tous les managers et le directeur. S'il y a quoi que ce soit, moi je le remonterai. Je suis content de faire le Tour de France, mais je ne suis pas un ben oui pour autant. Si ça ne marche pas, je vais le dire. Et c'est ce que j'ai fait, et il me dit, ok. Eh ben, quand vous verrez mon chef, moi je ne sais pas qui c'est son chef, hein. Je connais le poste, je sais où il est. Et puis je lui dis, je ne dirai pas votre nom, parce que quand j'aurai fait 10 mètres, je ne le saurai plus. Mais par contre, si vous m'autorisez à dire le lieu, et il me dit, oui, ben vous direz que je suis le polyvalent dans l'atelier des textiles. Ok. Et il me dit, ben voilà, ce que je vous demande de dire, c'est que quand mon chef vient me voir, qu'on est en 3-8, que je suis du soir, 13h, 21h, et que demain, il faut basculer de nuit, parce qu'il manque quelqu'un qui est arrêté pendant 2 semaines, je ne le fais pas pour plaisir de faire la nuit, je le fais pour le dépanner. Mais en retour, moi, quand j'ai pris ma rotation d'équipe, j'aimerais bien que ce même chef d'équipe vienne me dire « Merci Philippe de m'avoir dépanné, parce que je l'attends encore. » Vous savez, moi j'étais à la retraite, ça m'a fait mal au ventre, je lui ai dit, je l'ai regardé, j'ai dit « Je n'y manquerai pas et je le ferai. » Et je vais terminer là-dessus par des clichés. Vous savez, on dit, ouais, les ouvriers, en gros, bon, c'est un cliché, hein, attention aux généralités, on dit, ils pensent qu'à l'augmentation de salaire. C'est tout faux. Vous savez, le salaire, c'est venu en 3e position. La première chose laquelle on m'a remonté,
c'était de dire, moi, tout ce que je demande, c'est d'être reconnu, d'être considéré et respecté. Et ça, je l'ai remonté, j'ai eu une chance extraordinaire. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bravo. Je vais juste compléter. Donc, un opérateur qui dit « dites à mon chef qu'il me dise merci ». Mais vous avez aussi dans son histoire Édouard Michelin qui dit « merci de m'avoir dit merci, parce que moi, j'en ai pas non plus ». C'est impressionnant quand même. Voilà, c'est juste le pouvoir des merci. Bon. Je pense que ce que nous vivons depuis 1h15 relève d'un mot qui a été le mot-clé de cette matinée, qui est le mot émotion. Alors, il nous reste à peu près un quart d'heure pour des questions. Qui a la première question brûlante? À Jean-Michel ou à Jean-Christophe? Je ne sais pas si elle est brûlante, en tout cas, moi, elle me brûle les lèvres. Hein. D'abord, merci pour les témoignages. Effectivement, hein, c'était plein d'intérêt, d'émotions. Merci beaucoup. J'ai vachement été attentive à ce que vous disiez l'un et l'autre. Vous avez parlé par 2 fois de directeur du personnel. Directeur du personnel. J'ai eu l'occasion, la chance de rencontrer le directeur du personnel de Michelin il y a 2 ans. Quand il s'est présenté, j'ai trouvé ça top ringard. Directeur du personnel. J'ai dit, on n'est pas chez le Zola. Et la DRH, les ressources humaines, etc., où ça en est? Est-ce que vous pouvez me dire, vous, comment vous le sentez, comment vous expliquez cette sémantique particulière? Ah oui, alors moi j'ai même été formé chez Michelin. J'ai débuté chez Michelin, il y avait François Michelin, puis ensuite Édouard Michelin. Utiliser le mot de DRH était une faute professionnelle. L'homme n'est pas une ressource. L'homme, c'est le cœur de l'entreprise, donc c'est pas une ressource. Donc le terme de DRH, c'est banni chez Michelin. Jamais on a utilisé ça. Des fois, ça nous arrive dans des conférences, on utilise DRH parce que pour essayer d'être dans un vocabulaire plus standard et plus commun. Mais chez Michelin, non, c'est le service du personnel. Il n'est pas directeur du personnel, il est directeur du service du personnel. Service du personnel, c'est au sens où on est au service du personnel. Donc ça c'est dans l'ADN du groupe Michelin depuis quasiment sa naissance. Hein. Et donc, alors, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. On a encore vous avez vu, on a encore des managers qui n'ont pas tout compris, etc., etc. Mais par contre, ce service du personnel, il a énormément de pouvoir. Première chose, dans l'entreprise, nous n'appartenons jamais à l'entité dans laquelle on travaille. On appartient au groupe Michelin, donc au service du personnel. Il a une autorité de dire tiens, vous voulez changer, vous voulez évoluer, on va vous changer. Le chef ne se met pas en travers. D'accord ? C'est-à-dire qu'on n'appartient pas à l'entité. D'accord ? La deuxième chose qui est très importante, et Jean-Michel vous l'a dit, c'est un droit de recours. Je l'ai vécu. À un moment donné, j'ai eu un chef aussi toxique. À tel point que... et puis je vois qu'il est de connivence avec le N+2. Donc je n'ai pas de recours au N+2. Donc j'ai 2 issues. Soit je démissionne, soit je vais voir le service du personnel. Et c'est ce que j'ai fait, parce que c'est dans la mission du service du personnel, c'est un droit de recours. On va le voir, c'est une hiérarchie parallèle. Il n'a rien à voir avec la hiérarchie opérationnelle. Il est à part. Donc on va le voir, et je lui ai dit au service du personnel, j'ai dit, écoutez, j'ai un problème, je ne m'entends pas du tout avec mon chef. Voilà les faits. J'ai fait exactement ce qu'a fait Jean-Michel. Voilà les faits. En termes de valeur, en termes de respect des personnes, je ne suis pas aligné. Je me souviens très bien de ce que m'a dit la personne du service du personnel. Il m'a dit, avec un petit sourire, il m'a dit « Vous inquiétez pas, monsieur Guérin, je suis conscient que ce n'est pas vous le problème. » Là, j'ai dit chapeau bas. Ce qui s'est passé, c'est que 2 ans plus tard, c'était mon chef qui était sorti. Et bien sûr, 3e mission de ce service du personnel, c'est que il nous aide à réfléchir à nos futurs postes. Jean-Michel l'a dit, il a fait plein de postes. Donc voilà, donc on bouge dans l'entreprise et il nous aide à réfléchir à notre parcours, à notre évolution. Donc il est très très fort, le service du personnel. D'accord ? La 2e entité dans le groupe Michelin, qui a une structure parallèle partout et qui est très puissante, c'est le service qualité. Voilà, les 2 entités du groupe qui sont très puissantes, parallèles partout dans l'entreprise, c'est le service du personnel et le service qualité. Le service qualité, parce qu'en fait, Jean-Michel, dans son dernier poste, il est opérateur qualité, il contrôle les pneus, et il a une autorité absolue. C'est lui qui décide de l'arrêt de la production, c'est pas son chef. Et quand Jean-Michel dit on arrête la production parce que la qualité n'est pas bonne, son chef n'a pas le droit de se mettre en travers.
Ça, c'est une faute professionnelle. Hein. Si le chef lui dit « Jean-Michel, si, on continue la production », Jean-Michel dit « Non, c'est moi qui décide, on arrête la production ». C'est très puissant. Hein. Voilà. Juste par rapport à votre question, dans plusieurs conférences que j'ai eu la chance d'animer avec Jean-Dominique Senard, l'ancien président, à chaque fois la question lui est posée. Vous savez ce que dit Jean-Dominique Senard? Il dit « personnel », il y a le mot « personne ». Et nous, on s'intéresse aux personnes. C'est tout. C'est tout. Alors ça fait ringard, je suis complètement d'accord. Hein, on a même... Hein, non, ça fait ringard sur le papier, mais là, sur le fond, on s'aperçoit qu'on revient. Et d'ailleurs, vous voyez bien que L'Oréal a gardé dans le titre de sa fonction RH la direction des relations humaines. Vous voyez, c'est intéressant. Hein? Même s'ils ne sont pas... Voilà. Autre question. Merci. Merci beaucoup pour vos témoignages à tous les deux. Tout à l'heure, c'était assez poignant, en tout cas pour moi, le côté manager toxique vs une jeune manager qui arrive et qui tout d'un coup révolutionne aussi bien le bien-être au travail que la productivité. Mais du coup, est-ce que le boulot des dirigeants, des RH, etc., c'est pas plutôt de mettre les bonnes personnes au bon endroit, plutôt que d'essayer en effet de faire des slides, des win cartes rouges ouvertes, de former, parce que vous disiez oui, il y a des gens qui ont oublié de dire merci, etc. Alors que pour certaines, c'est tellement naturel, en fait, on se dit peut-être que ça sert à rien, entre guillemets, de s'acharner sur certaines personnes, à vouloir les former, les informer. Est-ce qu'il ne faut pas simplement essayer de mettre les personnes qui naturellement sont bonnes à être managers? Non, mais vous avez absolument raison. C'est évident. Alors, j'ai deux commentaires. Le premier, c'est qu'on a fait aussi des énormes progrès chez Michelin. Je vous ai dit, ça fait une quinzaine d'années qu'on développe, c'est une société extérieure qui fait une enquête. Alors, c'est 50 questions qui sont envoyées à chaque employé. 100% du personnel est consulté tous les ans. Et ils envoient une cinquantaine de questions et tout le monde répond. Tout ça, on garantit l'anonymat. Et dans ces 50 questions, on a monté progressivement en puissance là-dessus. Aujourd'hui, il y a à peu près une vingtaine de questions sur mon chef. D'accord ? Et donc, il y a mon chef me respecte-t-il, mon chef m'écoute-t-il, mon chef est-il clair dans la mission, mon chef est-il clair dans les ambitions, etc., etc. Donc, il y a une vingtaine de questions sur mon chef. Et donc, tous les ans, l'enquête se fait en septembre, tous les ans, début octobre, chaque chef, chaque manager va recevoir l'appréciation de son équipe sur à peu près une vingtaine de questions. D'accord ? Et là, il a 3 obligations. La première, c'est qu'il va falloir qu'il réunisse son équipe et qu'il présente la façon dont il est apprécié par l'équipe. Petit exercice d'humilité quand même. Hein ? D'accord ? Deuxième chose, il a obligation de construire un plan de progrès sur les points sur lesquels il n'est pas très très bien noté. Et troisième chose, il faut qu'il se tourne vers son chef en disant « Voilà, chef, comment mon équipe me voit, et voilà le plan de progrès. » Et d'ailleurs, dans les 20 questions, il y en a une. L'année précédente, votre chef a-t-il construit un plan de progrès avec vous? Si sur cette question, vous n'avez pas 100% de oui, il y a un problème. Hein. D'accord? Ça, c'est très puissant. Donc effectivement, l'enquête comme ça, elle a révélé qu'il y avait des chefs qui ne fonctionnaient pas bien. Donc ça nous a amené à faire évoluer des chefs, oui, très clairement. D'accord ? Maintenant, quand vous dites le merci, ça vous surprend de dire, il y a des gens qui disent... Alors moi, je vais essayer de vous simplifier le truc, mais c'est très dangereux. Mais dans une salle de 100 personnes, il y a ceux qui, quand ils écoutent Jean-Michel, ils ont le sourire, ils ont la banane, comme on dit, parce qu'ils sont parfaitement à l'aise avec ce qu'il dit, et puis c'est ce qu'ils font. Le merci, le bonjour, comment ça va, en s'intéressant à la réponse, le lundi matin, qu'est-ce que tu as fait, etc. Ils le font. Ils sont contents d'entendre ça, ça leur fait du bien. Mais il y a une population importante qui, en fait, avait sous-estimé l'impact de ça. Pris par la charge de travail, pris partout, on court et on oublie ces temps informels qui sont ces temps du dialogue, ces temps de la relation humaine, ces temps du merci, ces temps des bonjours, comment ça va, en s'intéressant à la réponse, pas en courant. Simplement, ils sont prêts à le refaire. Ils avaient simplement oublié l'impact. C'est ceux-là qui avaient les larmes. Et puis peut-être, il y a un pourcentage de la population qui, ça les gonfle, c'est des pertes de temps. Bon, là, on va changer le manager. Hein, c'est ce qu'il reste à faire. Mais ça, cette population-là, elle est petite. Par contre, il y a une grosse population qui avait un peu oublié l'impact. D'accord ? Et en particulier, moi, ce que j'aime beaucoup dans les mots Jean-Michel, moi, je suis un diplômé. J'ai jamais vécu le regard condescendant
versus un non diplômé. Et ça aussi, pour les managers, c'est très important de comprendre ça. On intervient dans des grandes écoles. Quand Jean-Michel leur dit, c'est pas votre diplôme qui fera de vous un bon manager, c'est votre cœur. Ça a de l'impact. D'accord ? Voilà, donc c'est pour ça que ça a eu un vrai impact dans les usines. Juste un petit témoignage de mon côté. C'est juste pour vous donner le miroir. Je me suis retrouvée diplômée à 26 ans à la tête d'un service très très opérationnel dans une compagnie aérienne avec 200 personnes. J'avais donc 26 ans. Et au début, je me souviens pour la question du bonjour, merci. Alors le merci, non, j'ai jamais eu de sujet avec ça, je crois. Mais sur aller vers, c'était pas des ouvriers, mais c'est des agents, comme on disait, aller vers eux. Par moments, je me disais, mais parce que j'étais jeune cadre, de jeune cadre à jeune con, ça va vite hein, dans les équipes. Comment je veux pas être condescendante. Je veux pas faire de la démagogie, vous voyez ce que je veux dire? Et je veux pas que ça soit perçu comme bon, elle vient là pour voilà, la chef pour se faire bien voir. Donc je voulais juste vous renvoyer ce témoignage. Très vite, je me suis rendu compte que c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Et mon Dieu, je remercie mon entreprise de m'avoir mise dans le chaudron très très vite, parce qu'après c'est un apprentissage en accéléré qu'on n'apprend absolument pas dans les écoles. Et j'étais contente d'ailleurs, je disais au moins, je m'étais dit en prenant ce poste, je fais du management à 26 ans. Si je vois que je suis nulle là-dessus, au moins je le saurai. Et j'aime mieux le savoir à 26 qu'à 40. Voilà, ça c'était le premier point. Mais c'est juste le miroir que je voulais vous renvoyer. La peur d'être démago ou de faire une espèce de populisme. Voilà. Très vite, on s'aperçoit effectivement que cette entrée en contact du bonjour est fondamentale. La deuxième chose, c'était pour rejoindre la question du, comment dirais-je, de l'expertise et du management. Souvent, dans les entreprises, on a peu de moyens pour récompenser ou pour faire progresser des gens qui sont très très bons au niveau technique ou experts, et on les balance manager pour les remercier quelque part, alors qu'en fait, ils ne sont pas forcément faits pour ça. Il n'y a pas de grille parallèle, de progression pour les super experts, vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, un super expert, comme patron, il peut être chiant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut être ultra contrôle fric, vous emmerder pour des détails, et il devient toxique aussi. Et je pense que même si ça se travaille, hein, la capacité managériale, c'est un truc. Quand même, il y a ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas forcément. Que fait-on pour ne pas frustrer tous ceux qui sont les super bons experts, excellents ouvriers, etc., pour les faire progresser, pas forcément les balancer dans des postes dans lesquels ils seront malheureux, parce que manager, c'est vraiment dur. Alors, pour vous répondre très clairement, là je réponds bien sûr pour l'entreprise Michelin, on a toute une grille de niveau de poste managérial, et on a une grille de niveau de poste d'expertise technique en parallèle. Et on peut promouvoir les gens par l'expertise technique. D'accord ? Voilà, oui, de haut niveau d'expertise, et avec des rémunérations très concrètes qui vont correspondre au niveau des managers. C'est-à-dire qu'on peut s'épanouir dans la filière, on appelle d'expertise. Et il y a des gens qui aspirent à ça d'ailleurs, hein. Ils ne veulent pas être managers, hein. C'est pas leur truc. Hein. Voilà. Donc voilà comment on a répondu dans l'entreprise sur ce sujet-là. Bon, je crois qu'on va conclure quasiment, il est 12h30. Juste une remarque, Florence. On avait primé, c'était dans un trophée qu'on organisait il y a une quinzaine d'années avec notamment Michael Page. C'était la Air Liquide qui avait créé le Dual Ladder Model. En fait, c'est le même système que ça. Et en fait, leurs grands experts scientifiques étaient promus sans être managers, parce que ce ne sont pas des bons managers. Je crois qu'on est obligé maintenant de conclure. En tout cas, on peut... Attendez, juste un truc, parce que vous étiez sur l'émotion, l'intelligence émotionnelle, le CARE, j'ai vu le CARE, etc. Je voudrais juste vous dire un petit mot. On a une usine chez Michelin en France, qui est l'usine de Roanne, qui est très en avance dans tout ce qui est autonomie et responsabilisation des opérateurs. Ils vont même jusqu'à ce que c'est les opérateurs qui définissent les augmentations salariales d'eux-mêmes, donc de leurs collègues. Et simplement, je vais finir ça dessus, parce que les opérateurs ont écrit une phrase sur le mur de l'usine que je trouve la plus belle phrase que j'ai entendue de qu'est-ce qu'on attend du chef.
Ils ont écrit que le chef s'occupe de nous et nous, on s'occupe du reste. Voilà. Là, je suis sans voix. Je ne sais pas comment conclure après une telle phrase. Je vais rester sur cette phrase. Je vous remercie infiniment tous les deux. On vous avait prévenu que c'était un duo improbable, exceptionnel. Je crois qu'on peut encore les applaudir et remercier Charles-Henri, remercier Jean-Christophe et Jean-Michel. Et surtout, lisez le livre. Lisez les livres de Jean-Michel, c'est important. Lisez à tout hasard Voyage au cœur du management, mais un peu plus... Alors Jean-Michel a écrit un premier livre, Michelin matricule F276710, qui est son histoire d'ouvrier avec les mauvais chefs, les bons chefs. Le deuxième livre est assez orienté, sa tournée des usines françaises, et qu'est-ce qu'il en a retiré, c'est celui-là. Voilà. L'ouvrier qui murmurait à l'oreille des cadres. Et il vient de publier son troisième livre, qui est... Parti de si loin, avec un sous-titre, Le fabuleux destin d'un ouvrier Michelin. Voilà. Et c'est quand là, une série bientôt, une série télévisée, Alors effectivement, j'en parle. J'ai des petits enfants et je leur dis, vous inquiétez pas, on aura bientôt Jean-Michel à la plage, Jean-Michel à la montagne, Jean-Michel. Voilà. Il sort quand votre livre? Il vient de sortir. Moi, j'avais pas la couverture, alors. Il a 3 semaines et il s'appelle Partie de 6 mois. La couverture. Voilà, donc... mais je voulais sincèrement vous dire merci pour votre attention, merci pour ce moment. Merci beaucoup. Je vous oublierai pas, merci. Alors, juste, je vous remercie avant de sortir de la salle, de scanner, vous pourrez le faire dans le métro, scanner cette enquête, parce que Jean-Christophe a parlé d'enquête, et nous, on appuie toutes nos études, tous nos travaux, on appuie tous nos livres, on en est presque au même niveau que Jean-Michel. On espère sortir le 3e livre, et donc merci à tous. On a besoin de vos réponses, on a besoin que vous transfériez vos réponses, et je compte sur toutes vos réponses. C'est hyper important, et je compte aussi sur vos réponses. Si vous pouvez scanner aussi, ça m'intéresse, ça nous intéresse aussi. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt. Le 24 janvier, on va organiser les vœux d'Esprit de Service France. Ça sera aussi 10 ans. Ça fera nos 10 ans. Et on a l'intention de le faire en 2 temps, parce qu'on va rester sur les 10 ans pendant l'année 2025. Hein. Voilà. En tout cas, merci de parler d'Esprit de Service France autour de vous. J'espère que cette convention vous aura plu, émotionnellement et professionnellement. Et je vous dis à très très vite, au 24 février. 24 février, non, ça c'est mon anniversaire. Le 24 janvier, comme ça vous y penserez aussi. 24 janvier. 24 janvier, et on verra tous les éléments, et j'espère vous avoir aussi, on fait les galettes de roi traditionnelles, vous serez invités, voilà. Merci infiniment, à bientôt.